Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Le gouvernement a décidé de renforcer son action dans la lutte contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance au Bénin. Et pour ce faire, un nouveau dispositif anti-corruption a été mis en place. Il s'agit de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption. Une cellule qui entend œuvrer pour éradiquer les pratiques préjudiciables aux ressources de l'État. Opportunités et enjeux de la création d'une telle cellule, on va en parler sur ce plateau avec les confrères. Et dans la seconde partie de cette émission, on revient sur la célébration de la fête des religions endogènes, notamment de l'importance du vaudou dans la société africaine face aux problèmes scientifiques, aux problèmes qui minent le développement. Des universitaires, des scientifiques et des vaudouisants se sont intéressés aux questions des nouvelles mutations du monde face à la religion vaudou. On sera avec notre invité pour en parler dans le dossier de la semaine. Voilà donc de quoi sera constitué le menu de ce dimanche. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. La participation citoyenne à la gestion des affaires au plan local est une préoccupation pour certains acteurs de la société civile. Ils ont lancé le projet Participe ODEL qui vise l'amélioration et la mobilisation des ressources financières au profit du développement des collectivités territoriales. De quoi retourne alors concrètement le programme Participe ODEL, Brice Chibozo et Ulvaeus Balogun pour plus de précision. C'est l'incapacité des communes à développer des stratégies de maîtrise et de valorisation de leur potentialité en vue de la promotion de l'économie locale qui a engendré le projet Participe ODEL. Une initiative de l'ONG Alcré, de Social Watch Bénin et de VNG International qui vise à contribuer à promouvoir un développement local accéléré, soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il était important d'aller sensibiliser les populations à la base à s'occuper des questions de développement de la communauté. Parce que le développement de la communauté permettra le changement de leur train de vie. Or, pour commencer ça, il faille travailler sur le mental des populations. Ils ne s'intéressaient à rien qui soit fait dans la commune pour développer la commune. Participe ODEL veut ainsi consolider la présence des citoyens dans les instances de prise de décision, renforcer la transparence budgétaire avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption et accroître la mobilisation des ressources financières locales. Il faut que les citoyens réfléchissent aussi et fassent des propositions au conseil communal par rapport à la mise en valeur des potentialités qui existent dans les communes. Il faut que les populations aident le conseil communal à sensibiliser les gens dans les marchés, dans l'administration, pour que les gens puissent payer leurs taxes. Tout ça pour permettre à la communauté d'avoir des fonds propres pour aller sur le marché de la recherche de financement. Ce programme entend donc contribuer à la valorisation des potentialités économiques dans la planification, l'élaboration et la programmation du développement communal. Il doit impacter 49 communes réparties dans 11 départements sur l'ensemble du territoire national. C'est une croyance datant de plusieurs siècles qui recommande que le ou les jumeaux décédés soient représentés par des bois sculptés et peints. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités et donc vénérés. Les parents des jumeaux et autres membres de la famille ont l'obligation de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, comme l'exige le FA. Quels sont alors le sens, le symbole et l'usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée au sujet. Voici le reportage de Sabirat Aou et Patrick
Adja Boudjou. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon, qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux. Des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Roho. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis, le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant, pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent, je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vaudou, Bédéton Vaudou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Et nous parlons toujours culture, ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs. La culture caractérise une société ou un groupe social. Et le continent africain regorge de nombreuses cultures. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan nous en disent davantage dans ce reportage. Elles sont bien nombreuses. Les pratiques culturelles vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, varié et très admiré. La culture africaine a enrichi le patrimoine mondial de par son apport à l'histoire de l'humanité. Nos frères qui, par le biais de la traite transatlantique, se sont retrouvés dans les Amériques. Ils sont partis d'ici avec leur culture, avec leur tradition, de sorte que les danses et les chants qu'ils exprimaient pour évacuer la douleur
et la colère du système esclavagiste sont devenus de nos jours des rythmes musicaux comme la salsa, comme le reggae. Vous le savez, l'UNESCO a inscrit plusieurs faits culturels de l'Afrique dans le patrimoine immatériel mondial. Le plus récent, c'est la rumba congolaise. Malheureusement, délaissée au profit de l'occidentalisation, la culture africaine n'est pas suffisamment valorisée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la mondialisation et on ne va pas à la mondialisation avec les mains vides. Chacun doit y aller avec quelque chose. Au moins, si aujourd'hui on peut reprocher aux Africains qui n'ont pas créé ci, qui n'ont pas créé ça, nous avons quand même notre culture qui est très admirée des autres, puisque les Chinois aujourd'hui veulent danser au Bénin Zinli, les Chinois veulent apprendre nos langues, etc. La culture, c'est l'artisanat, les rythmes et danses traditionnels, les us et coutumes, les cultes endogènes, mais aussi et surtout les langues maternelles. Ces dernières méritent une attention particulière. Il faut introduire nos langues dans les écoles parce que la langue est le vecteur de la culture et de la science. Donc nos langues doivent être porteuses de science, de création, d'invention, d'innovation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toute la jeunesse prend pour modèle et pour norme l'Occident. Ce phénomène est amplifié par les masses médias, les radios et les télévisions, mais surtout aujourd'hui les réseaux sociaux qui tentent à imposer des normes universelles de civilisation. Il faut donc une volonté politique de révalorisation de nos cultures. C'est en effet une urgence. La culture est un composant de valeur, des repères qui sont des leviers d'identité, de cohésion sociale, de mobilisation collective. En ce sens, elle constitue un atout de développement. Evaüs Balogun, ce sera tout pour ce mini-journal. Et on reste avec vous, Amandine Agnamosu, pour parcourir les journaux parvenus à notre rédaction. C'est la revue de presse économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse économique. Le gouvernement finance à plus de 3 milliards de francs CFA la réalisation du recensement national de l'agriculture, nous informe l'autre quotidien. Le journal précise que les résultats issus de cette opération ont été rendus publics au cours d'une cérémonie. On retient que la population agricole du Bénin s'élève à plus de la moitié de la population. On dénombre 913 000 exploitations agricoles avec 3,3 hectares de terre aux spéculations végétales. Il ressort également de cette étude que moins de 4% des exploitations agricoles sont irriguées et environ 12% d'entre elles pratiquent la mécanisation des travaux du sol. Pour la nation, ce recensement montre le vrai visage du secteur agricole au Bénin. C'est une base de données fiable. Les résultats vont servir à réévaluer l'économie à travers ses potentialités, ses agrégats et son positionnement à l'international. Le quotidien de services publics nous apprend également qu'environ 612 millions de francs CFA sont remis aux personnes affectées par le projet Cité administrative d'Arossouk-Beta. Cette deuxième vague est composée de 53 personnes. Le gouvernement a prévu dans la commune d'Abomey-Calavi une cité administrative sur un site de 40 hectares. Cette cité sera composée de 16 bâtiments assortis de parking, de centres médicaux, de bus de transport et autres commodités. Mise en œuvre des réformes en matière de gouvernance locale, gouvernement et communes
En parfaite communion, nous renseigne l'autre quotidien pour le journal. Un protocole d'accord de partenariat a été signé entre les deux parties. Un accord qui a été validé en Conseil des ministres. On peut donc retenir que le partenariat porte notamment sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux et les modalités de recrutement du personnel. Le quotidien de service public La Nation abonde dans le même sens et titre « Réforme dans le secteur de la décentralisation, l'accord gouvernement-NCB approuvé ». Et pour finir, La Nation titre « Lutte contre la corruption, la cellule de dénonciation est un outil efficace de prévention ». Selon le porte-parole du gouvernement, cette cellule sera composée de coordonnateurs, d'un comité de supervision et de ses membres. Tout citoyen qui a de réelles informations sur des agents publics mêlés à des faits de corruption ou de mauvaise gouvernance pourra saisir sans intermédiaire la présidence de la République pour dénoncer. L'événement précis abonde dans le même sens et précise qu'avec cette structure organisationnelle, aucune plainte ne sera étouffée par un agent public dénoncé. Fin de cette revue de presse économique, Wikeko se poursuit avec vous, Ulvanus Balongou. Merci à vous, Amandine Agnabossou, et vous faites bien de nous introduire dans le sujet du décryptage. On va parler de la lutte contre la corruption avec la mise en place de cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption. On installe les confrères. Et en plateau avec moi, deux confrères pour décrypter la mise en place de cette cellule. Je reçois pour vous ce matin Josaphat Finongui Dabolinon. Bonjour. Bonjour à vous, Evanis. Merci d'être avec nous. Et à côté, également nouveau sur ce plateau, Landry Hueton. Landry, bonjour. Bonjour Ulvanus, bonjour Josaphat, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui suivent votre chaîne. Je profiterai ces derniers jours du mois de janvier pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Je leur souhaite surtout la santé et plein d'épanouissement dans toutes les entreprises. Et on va commencer par vous justement, Landry. Que vous inspire la création de cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? Oui, c'est vrai. J'aurais voulu que Josaphat prenne la main, mais puisque c'est moi que vous avez choisi pour planter le décor, volontiers, j'y vais. Il faut d'abord reconnaître que c'est salutaire et c'est pertinent la création d'une telle cellule. Et cette création est bien la preuve de ce que le chef de l'État se rend à l'évidence que la corruption est endémique dans notre pays et que les efforts de la criette seuls ne suffiront pas pour endiguer ce fléau-là. Et donc c'est tout à fait normal. Nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet et donner beaucoup d'autres arguments qui démontrent que c'est important parce que, excusez-moi, quand vous avez votre enfant qui est têtu sur les bords, vous n'allez pas prétester de sa témérité et refuser de lui donner l'éducation qu'il faut. Nous avions vu des cellules au Bénin. On va revenir peut-être là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. On va laisser la parole à Josaphat également pour nous donner un peu son regard sur cette cellule-là. C'est un regard bien salutaire également. Il faut saluer l'effort, il faut saluer cette volonté parce qu'on a toujours décrié dans nos pays africains le manque de cette volonté politique. Heureusement, le président Patrice Talon a cette volonté politique et il se bat pour ça. Donc, il faut saluer la mise en place de ces cellules qui va permettre désormais aux citoyens de porter plainte, entre griffes bien sûr, de faire connaître ces cas de corruption dans leurs différents lieux. Donc, ce qui veut dire que mon oncle qui est au village à Djon, quelque part lointain, pourrait avoir la possibilité désormais de dénoncer un fait de corruption si déjà il constate, et ceci en tout anonymat. Donc, il faut saluer l'effort, il faut saluer cette volonté du président Patrice Talon. Mais à côté de cette volonté urbaniste, il faut quand même aller au-delà également. Parce que quand on va voir un peu l'historique de la lutte contre la corruption au Bénin, nous avons connu la cellule de moralisation de la vie publique, ces cellules qui devraient permettre aux Béninois de devenir un citoyen béninois véritablement, avec un regard sur les finances de l'État,
l'État. Nous avons vu les efforts de Ansika Yahi, cette dame qui a géré ces cellules. Et dans la même dynamique, vous avez constaté que le président actuel, Patrice Talon, a transformé le siège de cette cellule de moralisation de la vie publique en une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui est installée à Porto-Novo, toujours pour lutter contre les crimes économiques dans le pays. Donc c'est la même dynamique. Nous avons connu avec, ça c'était sous le régime Kérékou, avec la cellule de moralisation de la vie publique. Nous avons vu le régime de Thomas Boning-Yahi, beaucoup d'efforts, ça il faut le reconnaître, parce que c'est sous cette mandature, sous la mandature, sur cette mandature de Thomas Boning-Yahi que nous avons connu l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et ceci avec un grand pas juridique où on a mis en place une loi désormais qui s'occupe des infractions de corruption et des faits de corruption. Des infractions commises et des frais de corruption. Donc c'est un grand pas avec l'aide bien sûr des députés à l'Assemblée nationale. Donc on a eu cette évolution. Nous avons vu également dans ce pays la marche verte du président Thomas Boning-Yahi, toujours pour dire non, nous sommes présidents de la République, mais nous sommes préoccupés par cette question de lutte contre la corruption, donc nous agissons pour... On a vu les efforts de Jean-Baptiste Elias, toutes ces dénonciations et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes avec le régime Patrice Talon qui, au-delà de tous ces, en plus de tous ces efforts fournis par les présidents précédents, lui aussi a décidé de continuer avec la dynamique en corsant en quelque sorte les règles du jeu, en quelque sorte. Et nous avons le Haut Commissariat désormais pour la gouvernance de la corruption, la prévention de la corruption, ce qui est d'ailleurs un pas aussi significatif, mais ça reste toujours à dire. Et cette cellule marque encore une autre étape dans la dénonciation. Mais il y a des doutes qui subsistent, Urbanus. On va venir sur les doutes. Alors, Landry, quand vous écoutez Josaphat avec cet historique fait de la lutte contre la corruption, la cellule de la moralisation de la vie publique, la grande marche verte de Boning-Yahi, suivie de la loi sur les infractions connaissent, la loi portant lutte contre la corruption, après le Haut Commissariat à la prévention, l'ANSC, le Front National, on a connu tous ces dispositifs-là au Bénin qui sont censés, ou plutôt qui étaient censés lutter contre la corruption. Mais aujourd'hui, le mal persiste et sévit de plus en plus. À votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est le Béninois qui n'a pas encore compris la nécessité de préserver le bien public? Le Béninois, peut-être. L'appareillage aussi, peut-être. Le vouloir et l'abnégation des dirigeants peut-être a fait défaut. Avec tout ce que nous avions eu comme logistique pour lutter contre cette corruption, en 2016, le Bénin était encore 95e au plan mondial. Nous n'avions pas beaucoup évolué. Mais pourquoi aujourd'hui on se sent obligé de créer une cellule du genre? Je crois que tout est dans le fonctionnement et dans la vision, dans la politique même de ceux qui dirigent notre pays. Il faut reconnaître que la création de cette cellule, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce décryptage, que ce n'est pas parce que votre enfant est têtu qu'il faut, comment dirais-je, surfer sur sa témérité et ne pas pouvoir lui donner l'éducation qu'il faut. On a reconnu, selon moi, toute la différence est dans la façon dont on gère cet appareillage-là. On a créé, on l'a laissé à des personnages, excusez-moi, je peux utiliser le terme, on l'a laissé à des personnages qui n'ont pas su être et qui n'ont pas su se mettre dans leur rôle de lutte contre ce fléau-là. Et on a constaté que non, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, et puis c'est le même. Donc, le chef de l'État a trouvé qu'il est important aujourd'hui de ramener cette cellule-là autrement, parce que le suivi, des grandes décisions ont été prises. Aujourd'hui, vous et moi, et tous ceux qui viennent de l'extérieur, les gens de la diaspora, quand ils viennent dans le pays, ils disent mais c'est pas possible. Au-delà de ce que d'aucuns peuvent reprocher au système, il faut reconnaître quand même qu'il y a des choses qui ont été bien faites et que nous devons pouvoir continuer à soutenir, parce que la création
de cette cellule permettra la dénonciation, la libération de la parole et dévoiler les dessous de cartes et de ratisser l'âge dans ce marais pernicieux et puis boueux qui constitue un frein pour le développement de notre pays. Et donc, je crois que le chef de l'État a compris. Maintenant, comment est-ce que cette cellule-là va se comporter? Quelle sera la nomenclature de cette cellule? Quel sera son pédigré, comme on le dit? Et on verra un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous allons faire des propositions. Et nous allons permettre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la création de cette cellule permettra à des gens qui sont sournois de dire des choses comme Josaphat l'a dit tout à l'heure, son grand-père qui est au village est peut-être un homme sain d'esprit et qu'il dira les choses telles qu'elles se présentent, mais il y en a parce que dans ce microcosme politique, les coups bas se feront à travers des dénonciations, il y aura beaucoup de choses. Donc, ceux qui doivent être dans cette cellule-là doivent avoir un pédigré, on doit connaître la nomenclature vraie de ces gens-là, des gens qui n'ont pas de casserole, des gens qui sont sains d'esprit, qui sont courtois, à qui on donnera les moyens de pouvoir aller. Josaphat ferait bien l'affaire, puisque je sais qu'il n'est pas, il est très discret, il est serein, et à part quelques bouteilles de bière qu'il n'a jamais payé. Bref, c'est juste un peu pour dire, voilà un peu ce dont nous avons besoin, mais il faut reconnaître quand même que cette cellule, elle est la bienvenue et on ne va pas prédire de sa mort précocement. Ouais. Alors, Josaphat, est-ce que, de votre point de vue, la mise en place de cette cellule pourra aider, avec tous les objectifs qui lui sont assignés, pourra aider à dissuader un tant soit peu les auteurs de ces actes de corruption? Permettez, Ivanien, je voudrais juste clarifier quelque chose à Landry, clarifier, mais apporter un élément de réponse en quelque sorte pour dire, mais les personnages, entre griffes également, que vous avez cités, qui étaient en charge de la lutte contre la corruption dans les différents départements ou compartiments, mais ils ont quand même fait leur boulot. Nous avons vu Ansika Diaye, moi je salue ses efforts. Nous avons vu Jean-Baptiste Elias avec tous les efforts, toutes les dénonciations. Alors, nous avons vu également des gens, donc il y a le X, ce n'est pas à ce niveau. Principalement, ce n'est pas à ce niveau. Là, je ne suis pas d'accord. On ne fera pas la langue de bois parce que les personnages n'ont pas été dans leur rôle. Il faut qu'on se dise, Anna Diaye Sika, excusez, de là où elle est, je lui dis bonjour, mémé ou maman, mais écoutez, elle a été phagocytée par le système. Il faut reconnaître, la corruption est endémique dans notre pays. Vous avez beau avoir la volonté. J'ai suivi, comment dirais-je, un audio de Jean-Baptiste Elias en 2016, quand Kérékou partait, c'était une correspondance de Rodrigue Guézodier, je crois, pour Deutsche Welle. Et Jean-Baptiste Elias et Martin Assoba, ils ont critiqué la lutte et ils ont dit qu'ils regrettent même d'avoir marché, d'avoir fait la marche verte avec Yahya Boni. Donc ça veut dire que les personnages n'ont pas été forcément à la hauteur de l'attente. Et donc il faut reconnaître aujourd'hui parce que... Non, c'est quand même important. C'est avec les devises du pays qu'on permet à ces gens-là de fonctionner. Et moi, j'y contribue. Donc ne me demandez pas d'applaudir ce qui n'a pas été très bon. Excusez-moi, ils ont fait... ça c'est de la fatalité de dire ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont pu. Ils ont échoué. Et nous avions tous échoué avec eux dans cette lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, parce que si on ne pose pas le diagnostic, on ne comprendrait pas pourquoi aujourd'hui il est important de créer une cellule et de la déposer auprès de ceux qui, parce qu'au finish, aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre la corruption entre 2006 et 2016, au moment où le président Boni Yayi partait, qui est responsable de cet échec-là? C'est encore Boni Yayi, puisque c'est lui qui a initié. C'est lui qui se devrait de veiller à ce que... Et c'est ce que le chef de l'État fait actuellement. Et donc, quand ça va échouer, on ne dira pas que c'est le procureur de la Criette qui a échoué. On va permettre de poursuivre son développement. Non, mais peu importe ce que Landry dit, moi je reste ferme sur ma position, c'est qu'il faut quand même saluer tout au moins les efforts de ces gens-là, même si à côté la volonté politique ou
l'action finale que le politique doit mener n'a pas pu accompagner les différents efforts que nous avons pu enregistrer. Parce que dans ce pays, on a vu même les OSC distribuer même des pancartes dans des administrations, faire des affiches pour inviter, parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas ce monsieur qui est au sommet, qui sera dans la cellule d'analyse et de traitement des données. Ce n'est pas ce monsieur-là, ce n'est pas le comité, c'est vous, c'est moi, c'est le citoyen lambda, c'est celui-là qui est dans l'administration. Donc si chacun déjà à son niveau est sensibilisé sur la question et a les outils nécessaires, on pourrait déjà commencer à aider ceux-là qui sont au devant pour lutter contre la corruption. Et par rapport à la cellule d'analyse et de traitement, oui, effectivement, il y a des couacs, je crois que c'est votre question. Je demandais si cette cellule pourrait aider à dissuader, pourrait participer à dissuader les auteurs aux actes de corruption. Oui, mais moi j'ai un petit souci par rapport à cette question. Pourquoi dissuader déjà les auteurs? Pourquoi il doit y avoir des auteurs? Il y a on peut déjà travailler à ce qu'il n'y ait pas d'auteurs, en fait. On peut travailler dans ce sens. Bon, c'est vrai que vous me direz qu'il n'y a pas corruption zéro. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut essayer de faire le travail, comme je le disais à l'instant, pour que chaque Béninois puisse être dans la peau d'un citoyen béninois et agir pour. Et si nous sommes dans cette posture, on peut changer pas mal de choses. Donc la cellule, oui, effectivement, ça peut aider à changer quelque chose. Ça peut aider dans la mesure où, comme le disait tout à l'heure Landry, mon oncle qui dénonce, on ne puisse pas dire, oui, il a déjà dénoncé, bon, qui le connaît, il a dénoncé quelqu'un. Le monsieur qui l'a dénoncé là, il est de quelle formation politique? Il peut m'accorder combien de militants à la prochaine échéance électorale? Donc, si on se pose cette question, et on dit, bon, mon oncle qui a dénoncé, on a bien enregistré votre plainte, on a gardé l'anonymat, parce qu'on a dit que c'est sur l'anonymat, vous ne serez pas dénoncé, mais votre dossier est sur traitement. Et si c'est sur traitement, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps pour nous de prendre la dénonciation, d'aller négocier, par exemple, avec celui qu'on a dénoncé, pour faire du chantage politique, pour dire oui, effectivement, vous avez été dénoncé, le secret professionnel exige, je garde l'anonymat du dénonciateur ou de lanceur d'alerte, mais pour ne pas vous poursuivre, pour ne pas faire ceci, vous me faites ceci parce que vous avez un grenier électoral que je peux toutefois exploiter. Et c'est à ça maintenant on assiste. Bon, même si aujourd'hui... on y assiste de moins en moins. Voilà, de moins en moins parce que le chef de l'État essaie, je dis essaie parce que l'indice de perception de la corruption, le dernier rapport de Amnesty International l'a prouvé d'ailleurs que nous avons fait un petit bond, un tout petit bond. Moi, je ne vois pas le bond en termes de rang, je vois le bond en termes de points parce que nous avons quitté 41 à 42. Donc, c'est un petit bond que nous avons fait, ce qui veut dire qu'il tient à cœur la lutte contre la corruption. Mais comme je l'ai dit à l'instant, Urbanis, il faudrait qu'on travaille pour que le Béninois soit un citoyen. Justement, et non j'y arrive. Pour qu'on travaille pour que le Béninois soit citoyen, il y a l'un de ces atouts de la cellule, c'est d'inciter les citoyens à surveiller la réduction des comptes par les personnes investies d'une parcelle de pouvoir. Alors cela appelle à l'implication de tous les Béninois. C'est-à-dire que je sois aux affaires ou non, que je me sente concerné par la gestion du bien public. C'est peut-être ça qui a manqué durant toutes ces années-là dans la lutte contre la corruption. Mais ce n'est pas nouveau. Mais le maire, pour faire sa gestion, il appelle toujours le public. L'audience à la mairie, par exemple, à la base. Mais très souvent, la réduction des comptes, il ne se sent pas obligé de suivre ce que les populations lui disent ou lui demandent. Oui, mais aujourd'hui, il sera obligé comment? Parce qu'il n'y a pas un fondement juridique pour dire, monsieur le maire, si moi, en tant que Joseph, je viens dans votre audience pour la reddition des comptes et que je propose ceci, vous êtes obligé de tenir compte? Non, il y a forcément que nous allons proposer des choses. Nous allons assister, nous allons obliger le maire, parce que vous avez parlé de la gouvernance locale à la base, donc nous allons obliger le maire ou le CA ou l'élu local à venir faire le point des dépenses de sa commune, de sa localité. Et que nous portons en tant que citoyens ou en tant qu'administrés, nous portons notre regard sur le travail qui a été fait. Mais quitte maintenant à l'équipe municipale ou communale de retourner, d'analyser, de voir si éventuellement la reddition de comptes que nous avons faite, est-ce que finalement les propositions émanant de nos administrés, on pourrait véritablement les mettre en œuvre. Ça, c'est la question qu'ils vont se poser après. Mais ne dis pas que parce que vous avez proposé que d'office, l'autorité doit prendre ça en compte. Mais aujourd'hui, la cellule, elle est la bienvenue toujours, hein, même si son emplacement me gêne parce que le porte-parole du gouvernement a clairement dit qu'on mettra en place
un comité qui sera supervisé par un coordonnateur. Quel coordonnateur qui sera nommé par... On le saura sous peu. Par un décret présidentiel ou par un arrêté présidentiel, ce qui veut dire que c'est le président qui décide. Et quand, dans ces conditions, vous voyez le côté impartial qui est un peu compromis dans une telle nomination, parce qu'il s'agit d'une nomination. Le monsieur qui est nommé, il sera forcément dépendant, qu'on le veuille ou non, de celui qui l'a forcément. Quand on sait la façon dont les choses se passent, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il sera forcément dépendant. Il y a une certaine autonomie. Non, et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la volonté politique qui est affichée. Le fait d'afficher ainsi la volonté politique montre... Ça a permis aussi au Bénin, de faire ce bond qualitatif que nous avons constaté tous à travers le dernier rapport de Amnesty International, Indice de perception, IPC, mais qui crédite l'État béninois véritablement. On va revenir un peu dans quelques minutes, sur ce qui a quand même pu permettre ce bond-là. Landry, le fait d'impliquer le citoyen dans les dénonciations et le fait même c'est vrai, Josaphat a quelques craintes par rapport au fait que la cellule soit logée à la présidence, bien que ce soit une volonté ferme affichée de l'autorité. Quel est votre regard sur le fait d'impliquer ainsi le citoyen dans la dénonciation des faits et le fait que ce soit à la présidence, la cellule? Oui, merci Ulvanus. Deux questions en un. Oui. Je prends par le dernier. Je prends la dernière question et je rebondis pour dire quel devrait être le problème à ce que la cellule se retrouve à la présidence de la République. Puisque nous l'avions essayé. Nous avions essayé d'autres approches. Et on a vu les dégâts. La NLC, on l'a vu. Le FONAC, on l'a vu. La cellule de Mme Nadia Sika n'était pas au palais. On a vu le fonctionnement. Pourquoi ne pas expérimenter quelque chose d'autre? Pourquoi ne pas ramener cette cellule au palais, à la présidence de la République, pour que le dispositif soit surveillé, le dispositif soit suivi rigoureusement, parce que ce dans quoi nous nous retrouvons, il ne faut pas être approximatif. Nous avions été très larges, nous avions été laxistes, je vais dire, sur cette approche de lutte, et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut tenir les taureaux par les cornes. Et donc, pour moi, il ne devrait y avoir aucun problème que la cellule se retrouve à la présidence de la République, quitte à ce que moi, citoyen lambda, que je puisse me sentir mieux dans mon pays et que les gens aient un autre regard, parce que c'est aussi ça. Il faut avoir un baromètre. Quand on installe une structure, on installe une cellule du genre, il faut chercher à savoir qu'est-ce que les gens pensent après un an de vie de cette cellule-là. Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Donc pour moi, il ne devrait pas avoir de problème à s'insurger, à ne pas vouloir à ce que cette cellule-là soit... Ou avoir des craintes. Ou avoir des craintes. Comme le dirait l'autre, allons-y. Non, j'ai retiré le mot. Je n'ai pas dit s'insurger. J'ai voulu juste dire il n'y a pas de crainte à ce que l'on accepte que la cellule-là soit, quitte à ce que nous puissions évaluer après les et voir les résultats qu'on a pu avoir. Sur l'implication des citoyens. Bon, pour moi, excusez-moi, sur ce fait, je ne vais pas être très, excusez-moi, poli sur les bords. C'est de l'incantation. Pour moi, c'est de l'incantation. Comment le dire, les grandes révolutions se sont toujours faites avec de petits nombres. On n'a pas besoin d'élargir aussi ce truc-là pour dans la concentration de cette cellule-là, on peut faire beaucoup. La discrétion, la pertinence des dénonciations, je crois qu'on va y revenir peut-être tout à l'heure pour finir. Et donc, pour moi, on n'a pas besoin forcément d'élargir. Mais vous donnez la possibilité en tant que citoyen de vivre, par exemple, vous allez dans une administration... Quand vous parlez de reddition des comptes, excusez-moi, je ne voudrais pas être... ingrat envers cette population pour dire quel type d'administrés nous avions aujourd'hui dans nos villes. Qui sont ceux qui peuvent s'intéresser à la gestion. Les populations ne s'intéressent pas parce que déjà d'abord, on inculte sur cette démarche-là à intégrer les administrés dans l'appareillage. Et puis du coup, quand le maire, il veut faire du folklore, ils se réunissent en conseil de, communal, et puis on installe les gens, c'est pour manger du sandwich. C'est pour mieux corrompre
c'est ça le terme, c'est pour mieux... c'est conseiller et sur la population. Et donc pour moi, ça va être encore du gage, ça va être de l'argent, on va organiser des forats, des rencontres de mairie, de ceci. Non, pour moi, on n'en a pas forcément besoin. Je crois que l'idée ingénieuse de la création de cette cellule-là est laissée au palais. Il y a l'appareil qu'il faut quand on connaît la pertinence et l'efficacité de ceux-là qui dirigent aujourd'hui notre pays. Je crois qu'une telle cellule plutôt, j'y arrive, ne sera pas une cellule de plus. Et on mettra les moyens qu'il faut à la disposition. Alors, maintenant, pour le choix de ceux qui doivent faire partie de cette cellule. Voilà, je crois que c'est aussi une problématique, comme Josaphat l'a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est des personnages qui doivent être intègres, ou qui doivent être sincères, sans casserole. Derrière eux, on peut en trouver. Josaphat fait partie de ceux-là, et eux aussi sans enjeu et sans compromission politique. Vous voyez, surtout sans compromission, afin qu'ils puissent agir en toute liberté et qu'ils n'aient pas de pesanteur politique et filiale derrière eux. Donc, je crois que le personnage est là, et ce personnage, je milite toujours pour Josaphat d'abord. Josaphat, mais je me signale que je suis journaliste. Oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous pouvez forcément changer entre le journalisme et on ne sait pas jamais. On n'ira pas chercher des étrangers pour venir faire cette lutte-là. On ne cherchera que des Béninois qui connaissent notre pays. Et il y en a dans le pays, tout n'est pas faux dans le pays. Il y a des gens qui sont intègres. On en connaît, vous et moi, on en connaît. À qui on peut faire confiance et qui pourront faire le job. Donc, alors on va finir sur cet aspect. Le Bénin a gagné 5 points, vous l'avez dit tantôt, Josaphat, dans le classement de Transparency International, lutte contre la corruption. Est-ce que, excusez-moi, ce bond que le Bénin a connu, est-ce que n'est-ce pas là la preuve que les efforts consentis sont en train de porter peu à peu leurs fruits? 30 secondes. Ok, ça porte déjà les fruits, parce que déjà, inutile de vous rappeler qu'aujourd'hui, dans toutes les administrations publiques, presque, nous avons les numéros verts qui permettent tout au moins aux citoyens de dénoncer. Par exemple, je prends le cas de la police de la police républicaine. S'il y a des faits de corruption ou des faits de trucs, c'est que j'ai la possibilité d'appeler le numéro vert directement. C'est comme ça dans les autres administrations également. Donc, tout ça là concourt déjà à ce bon. Eh bien, il faut signaler qu'on a gagné 5 places, mais on a gagné 1 point. Il y a aussi le fonctionnement de la CRIET, même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a le fonctionnement de la CRIET, donc la peur de gendarme qui est là, la CRIET étant le bras judiciaire, bien sûr, du politique. On a l'impression, ou du moins, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais ce qui se fait n'est pas encore ce à quoi nous attendons. Parce que même avec la présence de la CRIET, avec les efforts ou les procès de la CRIET, on sent toujours que les cas sont toujours dénoncés. Ça, c'est un autre débat. C'est des efforts, les numéros verts, les bras judiciaires ou l'arsenal juridique qui est mis en place, et également la volonté du politique. Tout ça là concourt aujourd'hui à ce que le Bénin ait ce bon qualitatif qu'il faut saluer, mais que nous voudrions que ça aille encore beaucoup plus loin. Landry. Oui. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La télévision, c'est vrai, c'est une question de temps. Vous avez compris, on a gagné on a fait ce bond, on a gagné cette place parce qu'il y a un suivi. Et c'est toute la différence entre ce qui a été fait hier et ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. C'est le suivi. Et vous avez compris l'actualité cette semaine du côté de l'aéroport. Vous avez été au courant. Donc vous avez compris, malgré tout ce qui se met en place, il y a des gens qui arrivent quand même à passer ces filtres-là. Et donc on doit pouvoir corser, on doit pouvoir remettre. Et ce n'est que ça qui nous permettra de pouvoir gagner peut-être la première place demain. C'est possible. C'est possible, absolument. Et on va espérer qu'avec cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des faits de corruption, on y arrive. Merci à vous, chers confrères. Josaphat Bolino, merci d'être passé sur ce plateau. Landry Hueton, merci également. J'espère que je serai invité une autre fois. Absolument. Merci beaucoup. Absolument. Ce n'est que le début. On va installer tout de suite le plateau du dossier de la semaine.
On s'intéresse à présent à l'après 10 janvier. Les universitaires ainsi que les scientifiques et les dignitaires du culte vaudou se préoccupent du sort des valeurs endogènes malgré les mutations qui s'opèrent et s'enracinent aujourd'hui de plus en plus dans les pensées. On suit cet élément, le temps d'installer notre invité. Le vaudou, les religions endogènes de façon générale n'ont jamais eu de droit de jour de commémoration, comme vous le savez. Jusqu'en 1993, il n'y en a pas eu. Et aucun autre pays dans le monde ne célèbre ces religions traditionnelles à une date précise, à part le Bénin. 10 janvier, les gens font quelques tam-tams, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le vaudou. 10 janvier et après. Pour donner une explication véritable du vaudou, une génération de penseurs-chercheurs explore ce champ de connaissances situé entre le visible et l'invisible, avec pour objectif d'unir l'enseignement supérieur à la pensée du vaudou. On a voilé pendant longtemps l'image du vaudou par la colonisation et nous avons le devoir de restituer la vérité. Ce n'est pas venir faire du fétichisme ou bien du non, mais nous allons exploiter tout ce que nous avons comme recette dans le couvent. Ici, têtes couronnées, acteurs du monde universitaire et étudiants sont réunis pour 3 jours dans le but de mener des réflexions sur la rationalité mantique du vaudou. Pour nous, il faut sortir de l'impuissance intellectuelle d'abord. Et c'est ça le vaudou que nous avons pris comme, si vous voulez, le paradigme par excellence pour sécréter une vision. C'est ça le sens de la rationalité mantique parce que, en fait, en termes de raisonnement, vous voyez, il y a eu une architecturation de l'environnement par les vaudous. Les traditions pour eux de trouver des solutions aux problèmes d'une société. À la fin, les conclusions sont unanimes. Le vaudou doit se mettre au pas des transformations. Comme l'a dit Héraclite d'Éphèse, rien n'est statique, tout est dynamique. Donc il faudra suivre cette dynamique-là en réadaptant chaque fois la réalité vaudou. Que la culture vaudou accompagne toujours cette mutation. Parce que sans ça, on ne peut pas être nous-mêmes. Notre identité culturelle est là. Après le colloque, il y aura les actes de colloque. Ça veut dire que nous allons consigner tout ceci dans un document exploitable. Et ça va relancer maintenant la recherche dans plusieurs domaines concernant le vaudou, chacun dans son secteur. Le vaudou part donc pour avoir de meilleurs jours au Bénin, avec pour socle l'enseignement supérieur. Vous l'avez compris, hein, l'enseignement supérieur qui s'intéresse au vaudou, eh bien, c'est au Bénin que ça se passe. Et pour en parler sur ce plateau, on reçoit pour vous Raymond Assoba, le président du fameux colloque. Bonjour, M. Assoba. Bonjour, mon ami le journaliste. Je te souhaite mes meilleurs vœux. Merci, merci. Et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de BB24. Merci à vous. Et pour m'accompagner sur ce plateau, eh bien, il retrouve ce plateau désormais Patrick Adiabodjou. Bonjour. Ulvaeus Balogun, bonjour. Un plaisir également de retrouver la chaleur de Wikeko et d'être sur le plateau du dossier de la semaine. Bonjour, chers téléspectateurs. Professeur Raymond Assoba, bonjour. Bonjour, cher ami. Durant 3 jours, l'université d'Abomey-Calavi a ouvert ses portes aux chefs traditionnels, aux Rounan, Bokonan, Taïnan, Vaudoussi universitaires, ainsi qu'aux acteurs des arts et de la culture du Bénin. Qu'est-ce qui a suscité l'idée du colloque scientifique international 10 janvier et après? Merci beaucoup pour la question et qui est d'intérêt scientifique mais aussi patriotique. Le 10 janvier, vous savez, a tonné dans le monde entier et surtout a dérangé l'ordre international qui a enterré l'ingéniosité des Béninois. Il faut dire que depuis 1894, quand Dada Béhanzin s'est rendu à Dodde, jusqu'au 10 janvier 1993, le vaudou qui a servi à construire l'économie de cette région du monde, le vaudou a été marginalisé dans la gestion politique, économique et sociale, même l'éducation des jeunes. Et donc, à partir de ce moment, c'est un peu comme si la plus grande partie du pays
a été exclu de la gestion de son existentialité, il faut dire de son existentialité, c'est-à-dire ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous produisons, ce n'est plus nous-mêmes qui le décidons. Ce que nous portons également. C'est un ordre international qui le décide, en association en fait avec ce que nous avons accueilli, ce que le vaudou a accueilli, qui sont en fait les religions d'emprunt. Et donc dans cette situation, vous comprenez qu'il y a eu une double problématique en 1990. Oui. En 1990, nous sortions d'une crise, vous savez, et une guerre civile qui était à la porte de la sociabilité. Et le président Mathieu Kérékou a eu l'intuition, suscitée par le capitalisme français, justement, d'organiser la table ronde des forces vives de la nation. Vous voyez un peu. Mais à cette occasion, qu'est-ce qui s'est passé? On a ramené, en fait, tout ce à quoi la révolution a tenté de trouver une solution, c'est-à-dire l'ordre international injuste. Ensuite, on n'a pas tenu, on a exclu les Hunos, les Vodounos de la conférence des forces vives de la nation. Vous voyez un peu. Et donc, ces deux questionnements n'ont jamais été abordés. Il a fallu justement l'omniprésence de deux personnalités historiques. Elles sont historiques, mais nous ne les enseignons pas à l'université ni à l'école. D'abord, Huno Huna et Gédéongué et Hunogan Gédéongué. Ce sont les deux qui ont pris sur elles de suggérer au président Soglo le 10 janvier. Et à ce moment, le président Soglo a eu l'intuition, l'ingéniosité, il a pris la responsabilité donc de l'instaurer, même contre sa propre réélection. Donc vous voyez que cette situation nous a interpellés. Maintenant, près de 30 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? De célébration de 10 janvier. Voilà, de 10 janvier. Le 10 janvier, on voit les Vaudounos danser. On voit les touristes venir. C'est une apothéose, c'est une féerie, c'est une joie. Exactement. Mais qu'est-ce que ça change sur, en fait, le développement du Bénin? C'est justement par rapport à cette remarque que nous avons réfléchi au niveau du laboratoire de biologie, d'accord, et de l'intégral du développement. Et nous sommes dit non. Il faut maintenant que nous appelions nos collègues universitaires et qu'on associe les Hunos à réfléchir justement sur ce que doit être en fait la collaboration entre les scientifiques et les Vodounos. Je ne vous arrête pas. Pensez-vous que le temps d'un colloque scientifique international à l'université aura-t-il permis d'élucider, d'appréhender toutes les questions liées à l'avenir du Vaudou ou du 10 janvier? Je pense que quelque peu, nous avons commencé, je vais dire oui, parce que pour changer les choses, il faut intellectuellement les reconstruire, les situer, les identifier. Poser le diagnostic. Oui, pour faire un diagnostic. Et ici, je pense que nous avons eu la participation du Niger, des universités du Niger, de Burkina Faso, et puis de Lomé, du Togo, et qui sont venus, et puis qui ont proposé des articles, et les Hunos sont venus, nous avons discuté, et nous pensons que quelque chose s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, je pense que nous avons mis en place une structure de rencontre entre les scientifiques et les Vodounos. Et ça, c'est important parce que ici, vous voyez, nous changeons de langage. Ici, nous impliquons les langues nationales. Et nous disons que le français ne doit plus être le seul véhicule pour échanger parce que nous ne le répéterons jamais assez. On ne se développe pas dans la langue et l'histoire d'un autre pays. Et parlant des langues, nous allons en revenir. Il y a une question spéciale que j'ai réservée pour vous concernant les langues nationales avec le vaudou. Mais parlons toujours du vaudou. Est-ce que le vaudou est un dieu ou bien une religion? Et c'est ça la grande problématique. Historiquement, nous avons saisi où se trouve le problème. Il faut distinguer 3 types de vaudou. Le laboratoire de biologie a distingué 3 types de vaudou. Lesquels? Avec une écriture spécifique. Il y a le vaudou béninois
il y a le vaudou haïtien qui est une religion, et il y a le vaudou américain qui est le vaudou du cinéma, avec le vaudou latino-américain où il y a du sang, on mélange ça à la drogue, au soleil, etc. Il y a les trois. Et c'est à partir de là que nous avons commencé donc par prendre au sérieux la rigueur scientifique. Vous savez, les esclaves ou les captifs, parce qu'au Bénin, ils ne sont pas esclaves. Ceux qui ont été attrapés, ils sont captifs. Ils sont parqués quelque part. Lorsqu'ils traversent l'océan pour arriver en Haïti, par exemple, ils deviennent des esclaves. Et là, le roi Louis XIV a pris le Code noir, un droit qui a été écrit pour imposer que tout esclave qui met pied sur le territoire français soit donc éduqué dans la religion catholique. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que les esclaves étaient tous nus, femmes, hommes. Mais quand ils ont retrouvé la forêt, Sakwata, ils ont reconstitué tous les vaudous. Et donc, étant catéchisés, et ayant reproduit tous les vaudous, ils vont créer donc la religion du vaudou avec 5 lettres V-O-D-O-U-N. Là, la religion, le vaudou haïtien est une religion. Mais le vaudou béninois n'est pas une religion. Le vaudou béninois, c'est le vaudou, c'est-à-dire, nous avons dit, c'est une pensée. C'est une entité aussi. C'est une pensée, c'est pas une entité. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Vodungu, ce n'est pas un dieu, non, c'est plutôt un concept. Donc, comme les Français, par exemple, disent science, vous voyez un peu, nos ancêtres, depuis Wegbadia et même avant lui, ont utilisé le mot vaudou comme un concept, c'est-à-dire une notion pour en fait traduire les émotions, pour traduire les sentiments, les décisions politiques qui ont été prises pour organiser la société. Prenez Vodungu. Vodungu, c'est le concept de l'industrialisation. C'est le concept qui est utilisé pour parler des métaux et des richesses minières. Et à partir de là, des industries de transformation pour fabriquer la roue, la daba, pour fabriquer les créatifs qu'on utilise dans les familles. Vous comprenez un peu? Et donc voilà, Vodungu joue ce rôle-là. Et en conséquence, en tant que scientifique, donc nous avons dialectisé tout ce qu'on nous a raconté sur Vaudou, qui n'est que cliché, qui n'est que ignorance des Occidentaux sur en fait notre existence, parce qu'ils n'ont pas le droit à accepter que nous réfléchissons. Je vais vous poser une question. Parlons toujours du vaudou. Maintenant, on parle du vaudou du Bénin, le vaudou béninois. Pensez-vous que le vaudou béninois a la chance d'exister encore longtemps dans un monde en pleine mutation? Ah mais regardez, les mutations sont cancérigènes. Le développement, c'est cancérigène. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est femme, ou si c'est une femme. Toutes les mutations qui viennent depuis 1960, tous les 10 ans, et l'émancipation de la femme, c'est une mutation cancérigène. Vous prenez la détérioration des termes de recherche. Pourquoi vous appelez ça cancérigène? Cancérigène parce que ces mutations n'ont pas résolu le problème de nous faire des développés. Tous les 10 ans, les experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, ils reviennent toujours, c'est pour nous ramener derrière, parce qu'on n'a pas intérêt à ce que nous existions. Et pour cela, justement, ils ont fait rentrer, la science occidentale a fait rentrer le vaudou dans la religion. Vous comprenez un peu? D'abord, c'est historique. On nous a appris ça. On a d'abord nié que nous ayons une capacité de réflexion. Et même que nous soyons des hommes. Ensuite, ne pouvons pas justement, comme ils ont dit, tuer les fétiches. Comme les Portugais l'ont dit, ils ont reconnu l'existence d'une religion traditionnelle. Vous voyez un peu? Et peu après, donc finalement, c'est pour dire que, en fait, la religion, le système religieux est emprunté et l'école ont été des
des lieux de socialisation pour apprendre aux Béninois à se haïr, à ne pas être fiers de sa culture. Est-ce que ce n'est pas trop être obscurantiste que de dire ce que vous dites là? Parce que l'école nous permet quand même de voir les choses autrement, de voir le monde autrement, d'apprendre autrement. Je m'y implique. Hein. Oui. L'école nous a transformés en perroquets. Et donc aujourd'hui, nous disions que non, il faut sortir de cette condition qu'on nous a faite pour assumer maintenant la pensée. Et la pensée du vaudou, c'est-à-dire l'intellectualité du vaudou, vous voyez, le mental du vaudou, parce que le vaudou, c'est comme vous, la presse, vous créez l'image, vous êtes des magiciens en fait pour susciter la joie dans les familles. Donc le vaudou justement est le lieu où nos ancêtres ont créé les images de l'avenir, les images en fait de la conquête des vibrations. Vous voyez, de l'ordre cosmique, du rapport du Béninois à l'environnement. Mais quand vous dites tout ça, vous oubliez peut-être cet aspect-là où le vaudou, c'est également du fétichisme. Justement, et c'est pourquoi nous avons fait une formation journaliste. Non, sans vouloir être péjoratif. Non, justement, parce que quand tu dis fétichisme, tu impactes la conscience de ceux qui sont à la maison et se disent, bon, c'est du fétichisme, c'est de l'obscurantisme. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'interdire de vouloir bannir certains concepts français. Il faut balayer les concepts. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une telle confusion. Et la confusion est entretenue par, si vous voulez, des méga-organisations qui n'ont pas intérêt à ce que nous sortions de la confusion. Donc les gens financent les systèmes religieux comme cabaret pour justement véhiculer toujours cela. Et les élèves, ceux qui n'ont pas fini l'école, vous voyez, rentrent dedans. Et c'est pourquoi justement ils pensent qu'aujourd'hui, comme il y a un peu l'inflation, comme l'économie ça ne porte pas, beaucoup cherchent maintenant à créer des églises pour transformer les populations en des cotisations. C'est des gens qui cotisent pour qu'eux ils vivent. Si on doit bannir certains concepts... c'est pas bannir. Il faut faire comment il va dire, actualiser ou laisser de côté. Il faut rétablir les normes de ce que nous sommes véritablement. Et parce que vous voyez, nous sommes vivants, mais on a mis un sueur sous nous. Vous voyez, le sueur de la religion ne nous permet pas d'impacter nous-mêmes notre propre liberté. Liberté de réflexion, liberté d'association, liberté de créativité. Nous avons besoin de renouveler le discours. C'est un renouvellement d'un renouvellement qui s'agit parce que c'est conscient. Il y a toute une littérature pour que que vaudou ne ressurgit pas. Professeur Raymond Assogba, dites-nous, je sais que les débats du colloque scientifique international 10 janvier et après ont été également riches d'une dimension épistémiologique. Vous avez parlé également de la chefferie traditionnelle. Et quel est le lien entre le vaudou et la chefferie traditionnelle? C'est là, je suis parlé de la chefferie traditionnelle et ça, il faut saluer le travail du chef de l'État qui a constitutionnalisé la chefferie traditionnelle après le travail que le président Soglo, Nicéphore Soglo a fait et que Kérékou a marqué en signant le décret de 1997 pour instaurer le 10 janvier. Je pense qu'il est véritablement l'homme qui vient impacter, vous voyez, cette réalité dynamique qui est là. Et là, nous avons, le problème s'est posé et nous en avons discuté avec des autorités scientifiques comme le professeur Arifari Bako, le professeur Nangbe et puis le professeur Beno Mora. Et nous avons, en fait, ce à quoi nous avons abouti, c'est qu'il faut revenir aux mots dans nos langues nationales pour dire la gouvernance. MOT. Voilà. Les mots MOTS. C'est-à-dire qu'il faut revenir à nos langues nationales pour dire qui étaient les gouvernants. Et en retrouvant l'énoncé de ces gouvernants, on va retrouver les territoires. Vous prenez le Sinamboko.
Si on retourne au Sinaboko, on retrouve son territoire. Si on retrouve son territoire, on retrouve donc en fait la norme organisationnelle de ce pays. Ça va permettre donc d'échapper à tous ceux qui en fait se sont glissés. Et dans ce que, par exemple, au temps du président Boni Yayi, on a développé comment en fait religions traditionnelles qui ont amené des gens à se constituer en des rois, alors que ce territoire, il n'a pas de territoire. Il n'a pas de territoire, il n'a que en fait une organisation qu'il a mise en place pour donc paraître et pouvoir bénéficier des subventions étatiques en ce temps-là, de clientélisme religieux. Et à titre illustratif, comment peut-on alors reconstituer les mots en langue nationale pour mieux écrire l'histoire de nos arts? Tu vois, tous les vaudous sont là et c'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que tous les vaudous sont là avec les Hunkpame, c'est-à-dire qui sont les Hunkpame, c'est des lieux de socialisation, de formation technologique des Vaudouci. Ce que le blanc appelle couvent. Non, le blanc, c'est pas couvent. Ce que le blanc appelle lycée, collège et université. Tu comprends? C'est ça en fait, c'est des structures mentales. Et dans ces Hunkpame, qu'est-ce qu'on va apprendre? On apprend beaucoup de choses au niveau des langues, au niveau de la formation technologique, au niveau de l'éthique. On apprend l'éthique. Vous nous invitez tous à aller dans les Hunkpame? Mais tout le monde ne va pas dans les Hunkpame, tout le monde ne va pas à l'université, tout le monde ne devient pas journaliste. Il faut avoir été à l'école. Et les Hunkpame, justement, étaient des lieux cycliques. Vous voyez, et où en fait les agents de développement étaient formés et les créatifs qu'ils fabriquent sont ceux-là qui nourrissent l'activité des marchés. Et cycliquement, vous savez que les marchés sont organisés comme des étoiles. Et les femmes, ces merveilleux agents de production, vous voyez, d'entrepreneuriat, vous comprenez un peu, et circulent et font en fait le sang de ce pays. Et c'est pourquoi il faut... Une dernière question. En 30 secondes. Quel est aujourd'hui l'héritage du vaudou béninois que nous allons laisser aux générations futures? L'héritage qu'on va laisser, c'est ce que nous faisons déjà. Nous, à l'université, on a mis en place le campus de biologie avec le Sinamitrab de Gazozo et Dossou. Et on va installer donc des campus de biologie partout où se trouvent les Hunon pour que les scientifiques maintenant puissent, nous mettons en pole position, nous promouvons aujourd'hui la co-réflexion, le co-travail, la co-organisation. Il ne faut plus laisser l'initiative de la production des situations ou des théories aux seuls scientifiques. Il faut associer les Hunon qui sont porteurs de la vision du monde nouveau dont Vaudou est porteur. Merci à vous, vraiment Samba. Merci, vous êtes franchement, ça fait plaisir de vous entendre, de vous écouter sur cette réflexion par rapport au Vaudou. Patrick Adiabodou, merci d'avoir conduit cet entretien. Absolument, absolument. Je pense qu'il faut de plus en plus d'émissions pour éclairer, pour montrer le bien fondé et casser toute cette stéréotype qui existe autour les idées préconçues. Absolument. Merci à vous. C'est tout pour Week Echo de ce dimanche. À retrouver en replay sur le site de l'ORTB, le www.ortb.mj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.